RFI Radio France Internationale, il est 6h30 et ici à Paris, 4h30 en temps universel. Xavier Besson. Bonjour à tous. L'actualité africaine de ce lundi. Elles ont tenté d'attaquer un commissariat dans lequel elles avaient réussi à rentrer hier au Kenya. 3 femmes ont été abattues par la police dans la ville de Mombasa. Une attaque qui n'a pas ce matin été revendiquée. Le Gabon est attente de la décision de la Cour constitutionnelle sur les recours déposés par l'équipe de Jumping après la réélection annoncée d'Ali Bongo. Alors que la Cour doit entamer ses travaux cette semaine, reportage à Libreville où certains commerçants craignent des violences. Dans ce journal également, la RDC où l'opposant Charles Mwando Nsimba, le président du G7, n'a pas pu se rendre hier dans son fief électoral de Kalemie. Reportage à Kigali dans les marchés créés pour accueillir les anciens vendeurs à la sauvette. Et puis Madagascar où un rapport pointe une dégradation de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Il n'y a pas encore de revendication, mais la police kenyane parle pour le moment d'une attaque terroriste présumée. Hier, dans la ville de Mombasa, 3 femmes ont été abattues par les policiers. Elles ont tenté d'attaquer un commissariat de cette ville côtière et touristique avec une bombe incendiaire et des couteaux. Précision, Édouard Dupénoite. À l'origine, les 3 assaillantes sont entrées dans le commissariat en prétextant vouloir porter plainte pour le vol d'un téléphone. La première porte sur elle une ceinture explosive, mais elle n'a pas eu le temps de l'actionner. Elle jette une bombe incendiaire à l'accueil du bâtiment, tandis que les autres agressent 2 policiers avec des couteaux. Ils ont été transportés en urgence à l'hôpital. Les forces de l'ordre répliquent et tuent les assaillantes. La police évoque des soupçons d'attaque terroriste. D'après des témoins cités par l'AFP, les femmes portaient un voile islamique et elles auraient invoqué le nom d'Allah pendant l'attaque. Les forces de l'ordre ont identifié les femmes, des perquisitions ont été menées au domicile de l'une d'elles et la police indique avoir arrêté 3 complices qu'elle présente comme des réfugiés somaliennes. Le Kenya est régulièrement la cible d'attaques terroristes depuis la fin de l'année 2011, des attentats attribués aux islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Le pays a ainsi été la cible de 2 attentats de grande ampleur, l'attaque du centre commercial Westgate en 2013 où 68 personnes ont trouvé la mort, ainsi que l'attaque de l'université de Garissa en 2015 où 152 personnes ont été tuées. Ces 2 attentats ont été perpétrés par le groupe Al-Shabaab. Au Gabon, la Cour constitutionnelle va commencer à examiner cette semaine le recours déposé par l'équipe de Jumping, l'opposant qui demande le recomptage des voix sous contrôle international pour la province du Haut-Ogooué et la confrontation des procès-verbaux en sa possession avec ceux qui sont en possession de la commission électorale et ceux qui sont détenus par l'équipe du président sortant, le camp d'Ali Bongo qui doit d'ailleurs présenter ses arguments à la Cour constitutionnelle. Ce sera demain. Le tout dans un pays où les services de SMS sont toujours très perturbés, mais où Internet recommence timidement à fonctionner. Un pays aussi où les commerçants attendent le verdict de la Cour, pour certains avec anxiété. Ils craignent d'être la cible de pillages. Envoyés spéciaux Sébastien Nemeth et Boris Vichit. Ruffin gère une société de ressources humaines à la Cité Rose. À l'annonce des résultats, des casseurs ont saccagé son bureau. Il avait pu sauver in extremis du matériel précieux, mais depuis, il travaille à domicile. Pour lui, inutile de remettre sa société en état pour l'instant. On ne fera rien tant que le verdict ne soit prononcé et que le calme véritablement durable ne soit installé avant qu'on envisage de faire autre chose. Responsable d'un magasin de vêtements à Nzengayong, Steven a vidé une partie de sa boutique pour mettre les articles de meilleure qualité en lieu sûr, au cas où. Avant, j'installe les habits jusqu'à dehors là. Maintenant, je n'installe plus parce que j'attends seulement un petit bruit là, je ferme seulement. J'ai amené certains les habits à la maison. Ces cas ici vont trouver seulement quelques habits. Konaté, lui, n'a qu'une simple grille qui sépare sa quincaillerie des casseurs. Il n'a aucun lieu où mettre à l'abri son matériel. Il attend donc la décision de la Cour avec appréhension. Pour le moment, on a peur. Quand le Cour va proclamer, si les perdants acceptent d'être perdants, c'est bon. Mais si les perdants contestent que non, il n'est pas d'accord, il y aura toujours le péage, donc on a vraiment à craindre. Ma vie est là, je n'ai pas de dépôt. Si on ne souhaite pas, si on s'accasse là, donc c'est comme si je suis mort. Désemparé, le commerçant explique être tellement stressé par la peur qu'il perd l'appétit et maigrit peu à peu. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI.
Et le verdict de la Cour constitutionnelle gabonaise est attendu au plus tard pour le 23 septembre prochain. Les opposants congolais du G7 parlent d'intimidation de la part des autorités et des forces de l'ordre, d'actes contraires à la décrispation. Nous sommes en République démocratique du Congo. Et hier, Charles Mwando Nsimba, le président du groupe d'opposants G7, n'a pas pu se rendre à Kalemie, son fief électoral. Lui qui est aussi le dirigeant du parti politique UNAF, il voyageait à bord d'un vol commercial de la compagnie Fly CAA, un vol qui a été dérouté vers Bukavu. Kamanda Wakamanda Muzembe. Des complications à l'embarquement, les agents de l'Agence nationale des renseignements et de la Direction générale de migration refusent que Charles Mwando Nsimba et ses 6 compagnons montent dans l'avion où attendent déjà 27 autres passagers. Des discussions ponctuées de coups de téléphone. Enfin, le député ainsi que sa délégation embarquent. L'appareil peut décoller. Mais 2 heures après, au moment d'amorcer les manœuvres d'atterrissage, le pilote informe les passagers que l'avion ne peut pas se poser à Kalemie, l'aéroport étant fermé pour cause des travaux selon le message qui vient d'être transmis à l'équipage. Le vol est alors dérouté sur Bukavu dans le sud Kivu. Et c'est ici que Mwando Nsimba apprend que lui et ses accompagnateurs ne sont pas les bienvenus dans la province du Tanganyika où il a été élu député national. Les responsables de Fly CAA tentent alors de négocier avec ces passagers encombrants pour qu'ils débarquent et se rendent à Goma prendre un autre vol à destination de Kinshasa. La proposition est rejetée, l'avion redécolle en direction de Lubumbashi. Charles Mwando Nsimba et sa suite retournent donc au point de départ avant que l'avion ne reparte vers Kalemie avec les autres passagers. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. La RDC où les autorités se veulent rassurantes à propos de la pollution de la rivière Louilou dans la province de Lualaba, la province de la ville de Kolwezi. Pollution à l'acide sulfurique depuis la semaine dernière après que le contenu d'un camion-citerne de la compagnie chinoise Sicomine s'est déversé dans l'eau. Le gouvernement provincial a décrété que l'eau était impropre à la consommation dans cette partie du pays où se concentrent beaucoup d'usines d'activités minières. Et pour le ministre de l'Environnement de la province, Daniel Kapenda, il ne s'agit que d'une fuite mineure et sans gravité. C'était pas une pollution régulière ou un déversement régulier. Non, c'était une petite panne mécanique qui a fait qu'il y a un peu de produit organique qui s'est déversé sur ce petit coup d'eau. On a prélevé un petit échantillon, comme ça n'avait pas encore attaqué toute la rivière. On a prélevé juste un petit échantillon, on a mis à un labo pour qu'on détermine l'origine de ce produit. Dans l'entretemps, nous avons pris des mesures d'atténuation. Nous avions versé de la chaux pour complètement annihiler la présence de ce produit-là. Nous avions même interdit aux habitants de ce coin d'utiliser cette eau. On leur a amené de l'eau en citerne par les sociétaires de ces endroits-là pour qu'on essaie de les soulager pour leur utilisation et pour leur arrosage en attendant qu'on détermine l'origine et la substance tout en prenant des mesures d'atténuation pour résorber ça. Et ça a été fait et ça a répondu favorablement. Voilà. Avec les analyses approfondies, nous saurons exactement ça venait d'où. Daniel Kapenda, ministre de l'Environnement de la province de Lualaba. RFI, il est 6h38 à Kigali. C'est la réponse des autorités rwandaises aux vendeurs à la sauvette. Leur activité est illégale et depuis plusieurs années, Kigali les arrête et les envoie dans des centres de détention. Une situation qui avait été dénoncée par l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Répression d'un côté et mesures incitatives de l'autre. La ville de Kigali a mis sur pied 12 marchés pour sédentariser ces sauveurs et leur permettre de travailler légalement. Reportage dans l'un de ces marchés à Nyabugogo, reportage de Stéphanie Aglietti. Sous un haut vent de tôle, à 2 pas de la gare routière dans laquelle elles avaient l'habitude de vendre à la sauvette des fruits et légumes, des anciennes vendeuses de rue sont alignées derrière des étals de briques. Parmi elles, Chantal Ouzamukunda, 32 ans, qui depuis l'inauguration du marché travaille pour la première fois de sa vie en toute légalité. On est mieux à vendre ici.
ici que dans la rue, sous le soleil. En plus, c'était dangereux, les autorités nous pourchassaient et nous envoyaient au centre de transit de Gikondo. Où Iringuié, un fonctionnaire, est venu par curiosité. Il faisait des désordres dans des routes, mais pour le moment, des accidents sont diminués. J'apprécie ça. Pendant 1 an, ces commerçants organisés en coopérative ne paient pas de loyer et sont exemptés de taxes. Lors de l'inauguration du marché, la maire de Kigali l'a martelé. Ces vendeurs n'ont plus d'excuses pour retourner dans la rue. Un enthousiasme que certains ne partagent pas totalement. En effet, beaucoup comme Espérance assurent avoir perdu une bonne partie de leur clientèle, peu habituée à se rendre sur les marchés. C'est bien d'être ici, mais on ne gagne vraiment pas d'argent. Les clients sont rares, mes fruits et légumes sont en train de pourrir. Tous espèrent que les ventes décollent rapidement. Dans le cas contraire, beaucoup pointent le risque que les vendeurs soient tentés de retourner dans la rue. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. Où en sont aujourd'hui la liberté de la presse et la liberté d'expression à Madagascar? Le baromètre des médias africains vient de publier un rapport sur la Grande Île. Des journalistes, des sociologues, des juristes, des économistes ont été interrogés. Le dernier rapport daté de 2012 et en 4 ans, l'évolution est considérée comme plutôt négative. Jeanne Richard. Certes, la presse malgache reste un secteur florissant, avec de nombreux nouveaux titres créés récemment. Mais pour Mialsou Rangiamampian, qui a coordonné le projet, la situation a globalement empiré. Par rapport à 2012, les indicateurs sont vraiment mauvais. Par exemple, tout ce qui est protection de la liberté d'information et d'expression. Pour tout ce qui est formation, stage, etc., c'est vraiment en déclin également. Tout ce qui est aussi organe de régulation, dont l'indépendance est vraiment remise en question. On a aussi une grande censure, autocensure, pression économique, pression morale qui s'exerce également sur la presse malgache. Elle considère même que le métier de journaliste est l'un des pires dans le pays et lance un appel aux patrons de presse pour amorcer un changement. En termes de salaire, c'est assez mal payé, mais aussi en termes de couverture sociale, en termes de couverture médicale et de matériel. Et on s'attend à ce que ce soit une presse professionnelle, mais ça peut pas être possible si on travaille dans de telles conditions. Et s'il est difficile de comparer avec d'autres pays aux situations très différentes, elle estime que globalement, les pays anglophones s'en sortent mieux en Afrique. La Grande Île, elle, est parmi les moins bien lotis. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. C'est une association d'aide aux femmes victimes de violences en Algérie, le réseau Wassila, et elle demande que l'État intervienne pour protéger les femmes venues travailler à Assi Messaoud. C'est une ville pétrolière située à 800 km au sud d'Alger, ville où des femmes ont subi des violences ciblées la semaine dernière. Leïla Berato. Les femmes du quartier de El Aïcha viennent de plusieurs régions du pays. Elles ont quitté leur famille et leur ville d'origine pour travailler. Et pour Louisa Itamou, militante féministe et membre du réseau Wassila, c'est cette situation qui explique en partie les violences survenues cette semaine. Elles ont été la cible d'expéditions punitives. Pourquoi ? Moi je dirais 1, parce qu'elles sont femmes. 2, ce sont des femmes travailleuses. Et ce sont des femmes qui n'ont pas d'hommes derrière elles, qui n'ont ni mari, ni père, ni frère. Donc c'est vraiment des catégories sociales extrêmement vulnérables dans une société comme la nôtre, qui est une société très fortement patriarcale. Après les violences contre des femmes du même quartier en 2010, le réseau Wassila avait créé un observatoire pour appuyer son plaidoyer pour la modification du code pénal. Depuis le mois de janvier de cette année, la loi est plus sévère vis-à-vis des violences, mais pour Wahiba, militante, cela ne suffit pas. C'est vrai qu'il y a des lois qui viennent de sortir et qui vont dans le bon sens. Mais force est de constater que ces lois ne sont pas totalement appliquées sur le terrain. Dans un communiqué, le réseau Wassila dénonce l'absence de l'État face à ces violences à répétition. C'est ce qu'explique Louisa Itamou. Elles ne sont pas non plus protégées par les autorités locales et par l'État. D'autres faits divers semblent appuyer le discours de ces militantes. Dans la semaine, une jeune femme a été brûlée vive à Constantine par un homme qui la harcelait. Elle a succombé à ses blessures. Leïla Berato, Alger, RFI. Alger, où il est 5h43, 6h43 ici à Paris. Afrique Matin à suivre dans 5 minutes, la revue de presse des journaux africains avec Frédéric Couteau. On parlera notamment du Gabon et de la Cour constitutionnelle. Avant cela, dans 30 secondes maintenant, on évoque la Libye avec notre invité. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. C'est un acte de défiance à l'encontre du président Mugabe. La justice du Zimbabwe a décidé de lever l'interdiction de manifester décrétée par le gouvernement. Après 36 ans au pouvoir, Robert Mugabe est de plus en plus contesté. La société civile exige sa démission. Nous lançons le débat. 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous au téléphone tout à l'heure.
à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson. C'est devenu l'une des questions qui préoccupent les observateurs de la Libye, alors que les forces du gouvernement d'union nationale tentent en ce moment de reprendre le contrôle des derniers quartiers de la ville de Sirte qui sont encore aux mains du groupe État islamique. Les ministres français et tunisiens de la Défense, par exemple, ont dit redouter que les djihadistes de Sirte n'aillent combattre ensuite dans les pays voisins de la Libye. Notre invité ce matin est l'opposant tunisien Moustapha Ben Jaafar, dirigeant du parti État catholique, ancien président de l'Assemblée nationale. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Moustapha Ben Jaafar, bonjour. Bonjour. Avec la chute programmée de leur bastion de Sirte en Libye, est-ce que les djihadistes tunisiens ne risquent pas de revenir massivement en Tunisie? Massivement, je ne sais pas, mais en tout cas le risque est réel. Il est souligné par plusieurs autorités, y compris les autorités françaises qui semblent être informées. Et évidemment, la Tunisie et l'Égypte sont les principales visées. Donc il faut les identifier et les arrêter à leur retour. Oui, à mon avis, il faut les arrêter parce qu'ils useront de tous les moyens et de tous les procédés pour trouver refuge en Tunisie. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont moins de chances qu'auparavant parce qu'il y a beaucoup plus de coordination entre les autorités sécuritaires. D'abord, il y a une très très bonne coopération avec l'Algérie et même du côté libyen, les autorités tunisiennes ont établi un certain nombre de ponts et de passerelles pour discuter avec les responsables locaux, les tribus qui sont présentes de l'autre côté de la frontière. Et je pense que de ce côté-là, on est relativement prémunis. Évidemment, il ne faudrait pas tomber dans l'excès qui consiste à mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'il y a des relations au niveau de la frontière, beaucoup d'échanges, beaucoup de commerce. Les populations se connaissent, parfois appartiennent aux mêmes familles. Donc, il faut être très très ferme, très vigilant, mais ne pas susciter le courroux et le mécontentement de la population qui n'a rien à voir avec le terrorisme. Population qui ne doit pas être très satisfaite de cette frontière hyper sécurisée avec tranchées et barbelés sur les quelques 500 kilomètres de frontières communes entre la Tunisie et la Libye. Là, vous touchez à un point qui est très très important dans la mesure où le trafic de toutes sortes de marchandises est la source principale de vie pour un certain nombre de citoyens tunisiens. Cela est vrai. C'est un problème qu'il faut résoudre avec beaucoup de prudence et une politique de développement de ces régions frontalières. Mais aujourd'hui, il est vrai que dès qu'on touche à ce trafic-là, les réactions sont parfois violentes. Donc, il faut tout faire pour que la relation entre trafic de marchandises et justement terrorisme ne se fasse pas. Alors, selon le ministre tunisien de la Défense, Farhat Orshani, la plupart des djihadistes tunisiens sont identifiés, sont fichés, mais est-ce que c'est si sûr? Je peux pas le contredire. Il doit connaître son dossier et d'après ce que je sais, c'est un homme sérieux qui n'a pas l'habitude de dire n'importe quoi. Mais est-ce que vous ne craignez pas que beaucoup de djihadistes ne parviennent à tromper les services de sécurité et à rentrer incognito en Tunisie? Écoutez, c'est une possibilité. On a reçu quand même des coups très durs qui ont porté de très très lourdes conséquences sur le tourisme et le climat sécuritaire du pays. Mais je pense qu'au cours de ces dernières années, les choses se sont nettement améliorées du côté de l'organisation des forces de sécurité, de l'armée, du renseignement et aussi au niveau de la coopération avec nos voisins, l'Algérie en premier parce qu'on a en face un État organisé. Avec la Libye, c'est plus difficile, mais on a pu quand même établir des relations efficaces avec les voisins frontaliers. Mais après la révolution de janvier 2011 et votre arrivée au pouvoir, est-ce que malgré tout, les services de sécurité de la Tunisie n'ont pas été désorganisés? Oui, elles l'ont été pendant un temps, mais depuis, les choses se sont nettement améliorées, puisque aujourd'hui, les terroristes sont cantonnés à la région du Chaambi et dans certains secteurs bien identifiés. La région montagneuse du Chaambi. Tout à fait. Est-ce que la présence à Tunis d'un parti islamiste radical comme Hezb ut-Tahrir ne pose pas problème? Il pose un problème en termes d'organisation politique puisqu'il n'accepte pas les fondamentaux de cette constitution. Mais je n'ai pas du tout d'informations qui corroboreraient éventuellement des relations particulières avec des extrémistes terroristes ou des djihadistes. Maintenant, il faut être très très vigilant
vigilants concernant les différents mouvements, renforcer le renseignement et surtout donner à la Tunisie, je l'espère vivement de la part des amis de la Tunisie, les équipements sophistiqués et nécessaires qui lui permettent de mieux contrôler ses frontières. Ce parti islamiste radical a été légalisé en 2012, à l'époque où vous présidiez l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le regrettez ? Ce qui est fait. Personnellement, je ne l'aurais pas fait, mais de toutes les manières, nous sommes passés d'une situation de dictature à une situation de liberté, parfois excessive, avec pas mal de dérapages. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'arguments pour refuser un parti qui se déclare respectueux de la règle du jeu. Maintenant, au moindre dérapage, il faut sévir. Alors, selon le ministre tunisien de la Défense, Farhat Orshani, dans la région, il n'y a aucune stratégie, il n'y a pas de coopération entre les États. Il n'y a pas de stratégie. Je crois que d'une manière générale, évidemment, nous ne sommes pas du tout contents du niveau de développement des relations entre les pays du Maghreb. Les relations ne sont pas au beau fixe entre l'Algérie et le Maroc. Et la question du Sahara continue malheureusement à empoisonner la construction du Maghreb. Docteur Benjafar, merci. L'opposant tunisien Moustapha Benjafar, le chef du parti, est à Katol, l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. L'essentiel de l'actualité internationale de ce lundi 12 septembre, recueillement et appel à l'unité aux États-Unis 15 ans après les attentats du 11 septembre. Les islamistes ne vaincront jamais une nation aussi forte que l'Amérique, a déclaré Barack Obama à Washington. Les deux candidats à sa succession, Hillary Clinton et Donald Trump, étaient quant à eux à New York pour les cérémonies au World Trade Center. La candidate démocrate a été victime d'un malaise. Son médecin parle d'une pneumonie et d'une déshydratation en raison de la chaleur. Son entourage assure lui qu'elle se rétablit rapidement, mais tous ses déplacements aujourd'hui et demain sont annulés. La trêve doit entrer en vigueur cet après-midi en Syrie, un cessez-le-feu renouvelable de 48 heures selon le plan proposé par la Russie et les États-Unis. Si la trêve dure plus d'une semaine, les deux pays pourraient ensuite mener des opérations conjointes contre les rebelles djihadistes. En attendant, les combats se poursuivent et plusieurs affrontements ont encore eu lieu hier dimanche. Et puis en France, un mineur de 15 ans arrêté dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les autorités le soupçonnent d'avoir préparé un attentat à Paris. Il était déjà connu des services de police et assigné à résidence depuis plusieurs mois. Enfin, c'est aujourd'hui la fête du sacrifice, l'un des principaux rendez-vous du calendrier religieux pour les musulmans. L'Aïd, encore appelé Tabaski en Afrique de l'Ouest, qui est aussi l'un des temps forts du pèlerinage de la Mecque. Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. La revue de presse des journaux africains. À la une ce matin, le Gabon et la Cour constitutionnelle sous pression. Oui, tous les yeux sont fixés sur la Cour constitutionnelle, saisie notamment par l'opposant Jean Ping. La Cour constitutionnelle qui rendra sa décision, en principe, le 23 septembre prochain au plus tard, précise le site d'information Gabon Actu, conformément au délai de 15 jours prescrit par la Constitution. Le recours le plus attendu a donc été déposé par Jean Ping, qui revendique sa victoire volée, selon lui, par Ali Bongo Ondimba, donné vainqueur du scrutin du 27 août dernier, selon les résultats provisoires publiés par le ministre de l'Intérieur. En principe, poursuit Gabon Actu, ces recours ouvrent droit un recomptage des voix réclamé par les partenaires du Gabon, États-Unis, France et Union européenne, suite à la victoire contestée donc du président sortant. Celui-ci refusait catégoriquement que ce recomptage soit effectué à la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, cela n'étant pas prévu par la loi. Pour sa part, pointe Gabion Review, autre site d'information gabonais, Smaïl Chergui, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, présent à Libreville pour préparer la mission avortée de médiation, a indiqué que le recomptage des voix était une orientation saine, assurant le respect des voix du peuple. Indubitablement, relève le site gabonais, avec cette sortie de Smaïl Chergui, l'Union africaine se dit également favorable au recomptage des voix, comme l'a préconisé dès le début la mission des observateurs électoraux de l'Union européenne, ainsi que plusieurs capitales occidentales. En tout cas, espérons que la Cour constitutionnelle aura le courage de trancher en faveur du plus légitime, s'exclame le pays, au Burkina. Et en l'espèce, pointe le journal, tous les observateurs sont unanimes sur le caractère flou et incohérent de certains résultats enregistrés, notamment dans le fief du président sortant. Et la communauté internationale attend de cette cour, que l'on dit inféodée au pouvoir en place, qu'elle tranche le litige en toute transparence. Il est de son devoir
estime le pays, de dire au peuple gabonais si oui ou non plus d'une centaine de procès-verbaux de dépouillement ont été camouflés à dessein par la CENAP et s'il y a eu ou non 11 000 abstentions dans la région du Haut-Ogooué, comme le prétend l'opposition, rendant du coup improbable le taux de participation de 99,93% dans cette province présentée par la commission électorale. Voilà donc des questions simples, conclut le quotidien burkinabé, qui ne nécessite pas de contorsion juridique pour être élucidé, et les membres de la juridiction suprême du Gabon devraient avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de leur pays, qui, il faut bien le dire, se trouve dans le respect du choix des électeurs et non dans le tripatouillage des résultats au profit d'un camp, fût-il puissant et impitoyable. Elle a une également des journaux africains, Frédéric, la crainte d'un regain de violence en Libye. Oui, les forces du général Haftar liées au Parlement non reconnu de Tobrouk se sont emparées de 2 terminaux pétroliers dans le nord-est du pays. Le GNA, le gouvernement d'union nationale libyen, reconnu par la communauté internationale, appelle ses troupes à reprendre le contrôle de ces 2 terminaux et finalement, eh bien, si c'était lui, l'homme de la situation, s'interroge le quotidien Aujourd'hui à Ouaga. Considéré comme un militaire félon par le gouvernement légal, le général Haftar n'en continue pas moins de rendre service à la Libye, estime le journal, son pays livré aux forces centrifuges que sont les tribus orphelines de Kadhafi et surtout ses supplétifs muets en djihadistes. Si les hommes de l'armée nationale libyenne, fidèles à ce général Haftar, parviennent ainsi à des actions d'éclat, pointe le quotidien ouagalais, c'est que non seulement le GNA n'est pas à la hauteur de l'enjeu sécuritaire, il n'y a qu'à voir comment ces troupes, même avec l'aide américaine à Han, a extirpé les djihadistes de l'EI de Sirte pour s'en convaincre, mais il y a également de plus en plus comme un fléchissement de la communauté internationale à l'égard de ce général renégat, qu'il ait un passé sulfureux, qu'il soit considéré comme l'homme des Américains, qu'il ait barboté dans des affaires louches au sein du Conseil national de transition, alors qu'il en était l'un des chefs militaires. Tout cela est plausible, mais s'interroge aujourd'hui, un semblant de réunification de la Libye, la sécurisation des puits de pétrole, bref, le retour à une Libye presque normale, ne valent-ils pas de pactiser avec ce diable de Haftar? Frédéric Couteau, merci. C'était la revue de presse des journaux africains. Afrique Matin, on fait une petite pause et on se retrouve dans 30 secondes. À tout de suite. Venez participer à la course Enfants sans cancer le 25 septembre prochain au domaine national de Saint-Cloud. Cet événement permet de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants. De nombreux chercheurs, médecins, personnalités, ainsi que le parrain de l'association Christophe Dominici seront présents. Vous pourrez ainsi courir 5 km, 10 km ou marcher 5 km, le tout dans une ambiance festive et solidaire. Alors inscrivez-vous vite sur www.enfantsanscancer.fr. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Et avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine. Bonjour Xavier. On commence avec le football. Après une trêve de 2 ans, le championnat togolais a effectivement repris ce week-end. Pour la petite histoire, le Semassi de Sokodé, le champion en titre, a fait match nul 0-0 face à l'AS OTR de Lomé, l'office togolais des recettes. Bikinti de Bassar et Koroki de Chamba sont en tête après cette première journée. Ils ont battu respectivement Asco de Cara et Ange de Noche sur le même score 3-0. Et puis pour la grande histoire, il s'agissait d'une reprise du championnat après 2 ans de crise de gouvernance. Un soulagement pour les footballeurs locaux. 14 clubs de première division qui retrouvent le chemin des pelouses. C'est aussi une deuxième bonne nouvelle pour le football togolais après la qualification pour la CAN 2017 face à Djibouti. C'est en tout cas l'avis du sélectionneur national Claude Leroy. Je me suis battu pour que ça reprenne aujourd'hui, mais pas tout seul. Tout le monde a donné un coup de main. C'est surtout important parce que ils étaient en chômage technique depuis des années ici, les joueurs, les entraîneurs. Donc ça revivifie un pays, ça régénère. Et puis comme ça arrive juste une semaine après notre qualification miracle pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est génial parce que ça va donner envie aux gens de revenir au stade. C'est formidable que ce championnat reprenne enfin. Vous avez pu remarquer déjà du bon dans ce qu'ils ont commencé par produire, les footballeurs? Il y a quelques joueurs qu'on avait déjà vu un petit peu qui repointent le bout de leur nez. À eux de montrer qu'ils sont prêts à entrouvrir la porte pour rejoindre l'équipe nationale A et puis aussi pour rejoindre l'équipe nationale locale plus tard. Mais c'est génial que ça reprenne le championnat. Enfin.
Claude Leroy, le sélectionneur du Togo, au micro de Comelan et Clou. Un mot de futsal dont la Coupe du Monde se déroule cette année en Colombie. Le Mozambique chute dès son entrée en lice. 3e de la dernière Coupe d'Afrique, les Mozambicains ont été dominés 3-2 par l'Australie. Une défaite concédée dès la première période puisqu'à la mi-temps les Mambas s'étaient menés 3-0. Les deux réalisations de Calo puis Dino n'ont pas suffi. Un revers forcément inquiétant quand on sait que le Brésil compte parmi les futurs adversaires des Mozambicains dans ce groupe D. Aujourd'hui, entrée en lice du 3e représentant africain, le Maroc, les champions d'Afrique opposés à l'Azerbaïdjan. On termine, Antoine, avec les Jeux paralympiques de Rio et 17 nouvelles médailles africaines. Dont 4 rien que pour l'Afrique du Sud, surtout grâce au sprint. Chez les dames, Isley Hayes finit 2e du 100 mètres sur cette même distance, mais chez les hommes, triplé africain avec le sacre et la 3e place pour l'Afrique du Sud. Charles Dutoit en or et Fanny van der Merwe en bronze. L'Égyptien Mostafa Mohamed s'intercale entre les deux. À noter le nouveau record du monde du 1500 mètres malvoyant. Il est pour l'Algérien Abdelatif Baka en 3 minutes 48 29 centièmes. Merci, c'était Antoine Grenier du service des sports de RFI. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.